Le président doit approcher ses partenaires politiques. À l'occurrence, c'est lui qui réclame d'abord son impérium, Martin Fayulu, puisque Kabila l'a fait avec Tshisekedi le père, puisqu'il a pris conscience que le pays va mal suite à cette crise de légitimité. On doit projeter des voies et moyens pour permettre à ce que les prochaines élections soient garanties et soient réellement crédibles. Si Tshisekedi est si populaire que ça, je pense que c'est une démarche qui doit opter sur ces faits, puisque s'il il est certain que le peuple lui donne cette confiance, cet impérium du peuple lui sera donné dans cette facilité, qu'il y ait organisation transparente des élections. On doit savoir comment fonctionne la CENI, qui est à la tête de cette CENI, comment fonctionne cette CENI, puisque c'est ça même l'ossature de base. Il ne faut pas confondre le tourisme que fait le président. Il ne faut pas confondre, peut-être qu'on dirait qu'il réalise un rêve, voir Bill Gates, voir Trump. Mais qu'est-ce que le pays gagne? Du simple fait que nous sommes face à des organisations internationales sérieuses qui suivent les principes démocratiques. Et dans notre pays, nous n'avons pas encore consommé ces principes-là. Je fais référence à notre loi fondamentale qui est la Constitution. Ce n'est pas parce que le président Félix Tshisekedi est beau, ce n'est pas parce qu'il est gros que nous devons l'accepter. Il doit passer par la voie légale édictée par notre Constitution pour devenir président de la République. Ce sont des fondamentaux qu'on doit respecter aujourd'hui. Je vous ai dit tantôt, la configuration politique nous laisse à désirer que ça ressemble à une espèce de transition parce que tous les ingrédients politiques qui donnent un pouvoir à un président ne sont pas réunis, entre autres la légitimité. Pose problème. Ce pays, une personne qui n'a pas bénéficié du suffrage universel, mais qui se retrouve président pour en fait faire la continuité de l'ancien régime, que moi j'appelle le régime des mafiosi. Vous pensez qu'aujourd'hui en France, on prend un pays comme la France, Macron est élu président, et vous voyez en France Marine Le Pen se promener dans toute la France, dire que moi j'ai gagné les élections, je suis président. Vous pensez que cela est plausible? C'est-à-dire que ce sera une crise majeure. Et même le président Macron ne travaillera pas bien. Son pouvoir il manquera beaucoup de souveraineté et ça posera un grand problème sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, il ne faut pas se forcer des langues, faire accepter aux gens ce qui n'est pas cohérent. Vous voyez, ce qui n'est pas rationnel. Ben oui, le système Kabila continue. Déjà au regard du budget qui nous est présenté, nous avons l'impression d'avoir un président des discours, un président des slogans, qui dit des choses par complaisance. Ça donne cette impression-là. Comment parler en projection électorale de 85 milliards? Puisqu'on fait un projet lié à sa campagne pour 5 ans. Puisque j'entends des gens dire que non, voilà, les 85 milliards, c'était pour 10 ans. Non, on va aux élections, on va en propagande pour projeter les 5 ans à venir. Comment pouvez-vous projeter les 10 ans pendant que vous n'êtes pas sûr d'être réélu président? On parle de son mandat, des 5 ans que le peuple vous a donné. Et voir partir de 85 milliards à 7 milliards, d'abord c'est une grosse déception. Et surtout qu'on nous parle de la gratuité de l'enseignement qui aujourd'hui, à mon égard, j'ai dit, ça constitue une épée de Damoclès. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Merci Nabana Poto, merci Nabana Nignon sur Bissonyonso Congo Live, ainsi qu'à la radio Bissonyonso Congo RDC. Bienvenue encore dans les rendez-vous du décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, je ne suis pas seul pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Je suis avec le juriste, le maître avocat Fabrice Pelende. Avec Fabrice Pelende, on va essayer un peu de brosser quelques questions et entrer à l'actualité politique et également la position géopolitique de la République démocratique du Congo sur le plan international. Après la rencontre de Félix Tshisekedi et Donald Trump, je signale que Fabrice Pelende, il est membre cadre au sein du MLC. On va également savoir la position ou le positionnement politique ou le parcours politique de la MOUCA ainsi que du MLC. Avec Fabrice Pelende, on va essayer un peu de brosser toutes ces thématiques-là. Fabrice Pelende, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Est-ce qu'il y a photo de chamboulement politique, tout bing bang politique, na pression, toute la politique internationale où Félix Antoine Tshisekedi a joué, tu as remarqué qu'à de Donald Trump, donc sommité à présidence et à monde. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il encore parler de l'illégitimité du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Légitimité, par rapport à la rencontre, il y a un individu à un autre traité. Légitimité est où tu as des valeurs fondamentales, où ils ont organisé le système politique de démocratie. En fait, il faudrait que les gens comprennent aussi, en parlant de la légitimité, on fait allusion à quoi?
Vous savez, nous sommes dans un système politique où il y a démocratie. Notre république est une démocratie. C'est pourquoi on appelle République démocratique du Congo. En démocratie, les valeurs principales, les valeurs intrinsèques, c'est la volonté populaire. La volonté populaire qui s'exprime et qui choisit les dirigeants qui doivent organiser cette société. Je pense que nous devons nous accorder sur ce principe-là, que quand on parle de la démocratie, on voit le pouvoir exercé à travers le peuple. Mais comme le peuple est un agrégat, comme le peuple est une masse, le peuple choisit qui les représenter, qui briguer des postes institutionnels pour en fait organiser le pays en toute représentativité de ces mêmes peuples. C'est comme je dis, la légitimité vient du suffrage, du système du suffrage universel où le peuple s'exprime pour choisir ses dirigeants. Oui, justement, Fabrice Pelende, la légitimité, c'est les propres d'un peuple ou d'une population, comme vous l'avez dit là. Mais Fabrice Pelende, aujourd'hui, n'est-ce pas aussi un chaos du côté déjà de la Mouka? Et qu'en serait-il aujourd'hui du combat de la vérité? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de portes sur le plan international qui sont ouvertes. Entre Félix Tshisekedi a renouvelé les relations bilatérales, la coopération avec la Belgique. Est-ce que aujourd'hui, il y a également lié aujourd'hui de combattre également avec beaucoup d'énergie Félix-Antoine Tshisekedi, il y a encore lieu de faire de l'opposition républicaine aujourd'hui pour permettre à ce que les Congos puissent aller de l'avant. Parce que nous tous, nous sommes des patriotes, nous voulons que les Congos puissent atteindre un niveau de développement. Vous savez, il faut être fondamentaliste et respecter les valeurs de la République. Je vous dis, nous sommes une démocratie. En démocratie, il y a des principes de base qui édictent et qui organisent une démocratie. Partant de ce fait, nous comprenons que la situation politique que nous vivons aujourd'hui ne correspond en rien à la vraie démocratie. Donc c'est pourquoi vous constatez, nous parlons d'une crise de légitimité. En fait, moi, personnellement, je vais encore aller plus loin pour donner un parallélisme et dire que, vous voyez, cette phase politique constitue en fait une transition. Ça donne l'impression d'être une transition, cette législature. Pourquoi je l'ai dit? Puisque nous constatons déjà, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le pays a toujours souffert de la corruption et de la crise de légitimité. La crise de légitimité, en fait, c'est le moyen, la manière dont on peut accéder au pouvoir, la manière dont le pouvoir est octroyé. Depuis que nous sommes indépendants, cette phase pose un grand problème. C'est pourquoi nous avons vu qu'il y avait inégalité des chances. Dans le simple fait que nous avons connu pendant 5 ans, je parle de l'acquisition de notre pays à l'indépendance, pendant 5 ans nous avons connu des turbulences politiques, donc l'instabilité politique de 1960 à 1965. De 1965 à 1967, pendant 32 ans, nous avons connu la dictature. Vous savez, les méandres et les malfaisances qui vont avec la dictature. Et pendant 3 ans, nous avons connu des guerres. Je pense que vous êtes Congolais, vous partagez la même réalité que moi. Et pendant 18 ans, nous avons connu la mafia, c'est-à-dire des mafiataires à la tête de l'État qui ont géré ces pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces mafiosi ont organisé les systèmes politiques à leur propre guise, c'est-à-dire à leur propre intérêt. On a vu des institutions d'appui à la démocratie, des institutions sensibles en démocratie qui ont été pris partisanes, c'est-à-dire qui ont servi aux intérêts des personnes au lieu de servir les intérêts de la nation. Je peux évoquer parmi les institutions d'appui à la démocratie, on prend par exemple la CENI. Vous voyez, la CENI constitue en fait une ossature, ce qui donne l'impulsion à la vraie stabilité d'une démocratie. Mais ici, vous avez une CENI qui était à la sorte de personnes. D'abord, il a procédé frauduleusement en écartant en complicité avec la Cour constitutionnelle des fils dignes de ces pays qui devaient représenter ces pays légalement et donner la chance à tout le monde pour qu'il y ait au moins cette raison-là du principe du suffrage universel. On a vu des gens comme Moïse Katumbi être écartés abusivement parce qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas qu'il soit président, qu'il soit aligné comme candidat président. On a vu Jean-Pierre Bemba écarté abusivement suite à des mensonges juridiques qui ne correspondent pas avec la vraie réalité juridique. Vous avez vu des gens comme Adolphe Mouzitou, par la simple fait qu'une personne ne voulait pas qu'il soit candidat, il est écarté. Donc c'est dans tous ces clivages que nous constatons que la légitimité persiste du simple fait que le président qui est élu président ne correspond pas à la volonté populaire. Du simple fait qu'il n'y a pas eu égalité des chances pour aligner tous les protagonistes politiques à aller aux élections librement et permettre à ce que le peuple choisisse qui dirigeait ces pays.
Il y avait déjà un problème à ce niveau-là. Et nous avons constaté que nous sommes allés dans des coalitions. Des coalitions qui ont atterri dans des trahisons, vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le pays maintenant est organisé par un accord. Un accord qui met à la tête de ces pays une personne qui n'a pas bénéficié du suffrage universel, mais qui se retrouve président pour en fait faire la continuité de l'ancien régime, que moi j'appelle le régime des mafiosi. En fait, aujourd'hui, c'est le peuple qui est perdant. Et voilà les voix qui s'élèvent. On parle aujourd'hui des 3 présidents. Vous constatez qu'il y a un autre président qui réclame son impérium. Le pouvoir politique est dirigé par un ancien pouvoir qui est majoritaire dans toutes les institutions. Donc le pays ne va pas bien. Et le président, ça veut dire Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi. Je vais vous donner un exemple. Vous pensez qu'aujourd'hui en France, on prend un pays comme la France, Macron est élu président, et vous voyez en France Marine Le Pen se promener dans toute la France, dire que moi j'ai gagné les élections, je suis président. Vous pensez que cela est plausible? C'est-à-dire que ce sera une crise majeure. Et même le président Macron ne travaillera pas bien. Son pouvoir il manquera beaucoup de souveraineté et ça posera un grand problème sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, il ne faut pas se forcer des langues, faire accepter aux gens ce qui n'est pas cohérent. Vous voyez, ce qui n'est pas rationnel. Alors, nous devions éviter de tomber dans un faux. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puisqu'il faut apporter des solutions. Je vous dis, cette phase ressemble à une espèce de transition politique. Pourquoi? Parce que toutes les impulsions, tous les ingrédients qui donnent un pouvoir démocratiquement à une personne ne sont pas réunis. Donc, nous avons un président qui est à la tête du pays par un accord, qui va en contradiction avec le principe du suffrage universel où le peuple donne son impérium. Je pense que sur ce point-là, c'est que nous comprennent au moins de quoi j'ai dit. Je vais encore procéder par un exemple. Est-ce que tu peux concevoir et imaginer une normale, un monsieur comme Félix Tshisekedi, qui a grandi en Europe, malgré qu'il est né au Congo, ici, il a passé tout le temps, on le connaît, et il a vécu dans les deux mondes, aller en Belgique et voir les Congolais se battre parce qu'il y a Félix Tshisekedi qui est là, il faudrait se dire qu'il y a un problème. Et pourquoi il y a toujours des combattants? Donc, nous sommes dans une crise politique. Il ne faudrait pas faire semblant. Nous avons besoin d'un vrai changement, un vrai décollage. Alors, que faire des gens qui ont détruit ces pays? Des mafiateurs, ceux qui se sont enrichis illicitement. Aujourd'hui, vous avez des gens très riches parce que tout simplement, ils s'est retrouvé dans un poste politique qui lui a servi de mangeoire au détriment de toute la population. Et avant d'avancer, vous savez, quand la société est en phase de mutation, il procède par l'épuration sociale, c'est-à-dire pas totalement un règlement des comptes, mais c'est-à-dire une réparation sociale. Il y a eu des gens qui sont morts pour qu'aujourd'hui nous puissions accéder au moins à cette transition, à ces changements politiques pacifiquement, malgré qu'ils ne correspondent pas aux valeurs démocratiques. Mais tous ces gens-là, tant qu'ils ne seront pas réparés socialement, ils seront toujours dans l'amertume. Ils auront donné leur vie pour rien. Et aujourd'hui, tous ces gens qui ont volé, qui sont devenus excessivement riches, au détriment de la population. Ils ne vont pas vivre avec cette opulence. Mais Fabrice Béné, est-ce qu'il faudrait-il pas avancer aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, faudrait-il pas laisser un peu les combats de la vérité des urnes, de la légitimité, mettre un peu la main à Félix-Antoine Tshisekedi pour que la nation puisse avancer? Parce que Félix Tshisekedi incarne maintenant la nation congolaise. Pourquoi seulement la politique de la chasse aux sorciers jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on avait besoin d'un fils du pays à la tête du pays. Et il est là également, Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi encore le combattre? Pourquoi ne pas lui mettre la main pour permettre au Congo d'avancer? Vous savez, vous devez comprendre l'objet et la quintessence de mes propos. C'est-à-dire, je fais référence à notre loi fondamentale qui est la Constitution. Ce n'est pas parce que le président Félix Tshisekedi est beau, ce n'est pas parce qu'il est gros que nous devons l'accepter. Il doit passer par la voie légale édictée par notre Constitution pour devenir président de la République. Ce sont des fondamentaux qu'on doit respecter aujourd'hui. Je vous ai dit tantôt, la configuration politique nous laisse à désirer que ça ressemble à une espèce de transition parce que tous les ingrédients politiques qui donnent un pouvoir à un président ne sont pas réunis, entre autres que la légitimité. Pose problème. On est allé aux élections sans égalité des chances. D'abord, j'aimerais vous rappeler qu'après les guerres, puisque je vous ai donné les grandes lignes qui ont à traverser notre pays, après les guerres de 3 ans, j'ai fait allusion à Mosé, après son assassinat, quand nous sommes allés à Sun City, c'était pour opter pour une voie démocratique. La voie démocratique nous renvoyait aux élections crédibles et apaisées, de tous, acceptées par tous. Mais ce n'est pas le cas de ce qui s'est passé au Congo. En 2006, vous savez que Jean-Pierre Bemba a gagné les élections, mais il n'a jamais accédé à la magistrature suprême parce que, tout simplement,
la personne qui était à la commande s'est accaparée des institutions de la République, c'est-à-dire qu'il ne parlait que le langage qui allait dans le sens où lui il voulait. Ça, c'était une prise en otage. Nous sommes allés en 2011. Dans les mêmes conditions, on a vu M. Etienne Tshisekedi gagner les élections. Il est allé même plus loin prêter serment dans sa maison. C'est-à-dire que c'était une crise qui persistait, que la volonté du peuple n'a jamais été respectée. Et M. Kabila, du moins, dans son temps, il avait compris, il a approché Tshisekedi pour faire Ibiza, les accords de Saint-Sylvestre, tout ce que vous connaissez là. C'était au fait pour consolider aussi ses pouvoirs. Nous nous retrouvons dans la même situation, mais autrement. C'est-à-dire, nous avons Félix Tshisekedi, qui n'est pas légitimement élu président, mais qui se retrouve président. Puisque vous parliez d'avancer, avant d'avancer, il faut reculer pour mieux sauter. Vous n'allez pas avancer un Sénat qui est totalement à la solde de la même personne. Vous avez tous les gouvernements de la République, dirigés par un ancien pouvoir qui constituait des mafiésies, qui ont détruit ce pays. Pour ne pas vous couper la parole, mais comment un parlement monocolore Martin Fayoulou, élu député, il ne se présente jamais à l'Assemblée nationale et nous voyons des députés du MLC également à l'Assemblée nationale. Comment ce parlement est monocolore? Bien entendu, je vous dis, nous nous opposons au principe de base. Vous avez vu ce que la Cour constitutionnelle a fait. En fait, il a cherché à donner une majorité écrasante à une famille politique qui n'avait pas le soutien de la population. Dire que nos députés sont à l'Assemblée, c'est tout à fait normal. Même également Martin Fayoulou. Ben oui, de toutes les façons, on n'aurait pas eu ce nombre de députés de l'opposition à l'Assemblée parce que tout simplement, le peuple avait sanctionné tout ce qui avait détruit ce pays. Mais il se retrouve à l'Assemblée par la complicité de la CENI. Vous savez, je place des bases fondamentaux. J'évoque les institutions d'appui à la démocratie telles que la CENI. C'est au fait l'ossature de la nation. C'est ce qui donne, c'est ce qui organise sur le plan institutionnel les personnes qui sont censées diriger ces pays. C'est une institution très sensible. Quand cette institution vacille, c'est tous les pays qui vacillent. À travers les résultats que nous a donné la CENI, aujourd'hui nous parlons de cette crise de légitimité. Si la CENI avait donné un résultat cohérent qui répondait réellement à la volonté populaire, nous ne serons pas aujourd'hui en train de parler de crise de légitimité. Vous comprenez? Donc nous aimons beaucoup ces pays. On doit avancer avec rationalité des lois et non avancer avec un accord que le peuple ne se retrouve pas. Même vous, journalistes, je vous demanderai de nous dire de quel accord s'agit-il entre les FCC et le CACH. Aujourd'hui, c'est comme si le peuple est pris en otage parce que le président est arrivé au pouvoir par un accord qui ne s'est même pas dévoilé. Fabrice Pelende, est-ce qu'aujourd'hui, vous affirmez toujours que le système Kabila continue? Ben oui, le système Kabila continue. Déjà au regard du budget qui nous est présenté, nous avons l'impression d'avoir un président des discours, un président des slogans, qui dit des choses par complaisance. Ça donne cette impression-là. Comment parler en projection électorale de 85 milliards? Puisqu'on fait un projet lié à sa campagne pour 5 ans. Puisque j'entends des gens dire que non, voilà, les 85 milliards, c'était pour 10 ans. Non, on va aux élections, on va en propagande pour projeter les 5 ans à venir. Comment vous pouvez projeter les 10 ans pendant que vous n'êtes pas sûr d'être réélu président? On parle de son mandat, des 5 ans que le peuple vous a donné. Et voir partir de 85 milliards à 7 milliards, d'abord c'est une grosse déception. Et surtout qu'on nous parle de la gratuité de l'enseignement, qui aujourd'hui, à mon égard, j'ai dit, ça constitue une épée de Damoclès. Justement, Fabrice Pelende, on va revenir sur ça. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on finisse un peu avec la question des relations internationales. L'impact aujourd'hui qu'a imposé ou l'influence, l'hégémonie politique et Félix-Antoine Tshisekedi est imposée aujourd'hui au niveau des relations internationales. Est-ce, n'est-ce pas, aussi une avancée pour le Congo ou une image positive ou un déclenchement ou un bing-bang dans les relations internationales pour le Congo aujourd'hui? Là, vous n'appuyez pas ou comment ça? Vous savez, il ne faut pas dire des choses par complaisance. Au regard des institutions internationales ainsi que des organisations internationales, il faudrait savoir leur fonctionnalité, comment ça fonctionne. En guise de quoi vous pouvez dire que aujourd'hui la communauté internationale se mobilise derrière Félix? En guise de quel élément? Puisque nous savons que nous sommes membres des communautés internationales ainsi que partenaires des organisations internationales. Le mouvement de la coopération internationale se sent à travers le ministère des Affaires étrangères qui nous renvoie à une bonne coopération à travers le mouvement qui s'opère au sein de cette institution et les rapports et les relations que nous avons vis-à-vis des organisations internationales. Aujourd'hui, nous parlons de la crise de légitimité. Toutes les organisations internationales sont basées sur les fondamentales démocratiques. Et quand on évoque la crise de légitimité autour d'un pouvoir, une organisation internationale sérieuse
doit rester perplexe. Et ça constitue d'ailleurs un barrage pour une nation, pour le développement d'un pays. Donc nous sommes dans une unité législature où, j'ai dit, nous sommes en transition. Et le président doit comprendre qu'il y a une crise permanente aujourd'hui qui, une fois cette conscience n'est pas totalement actée, et il se retrouvera perdant. Oui, il se retrouvera perdant, mais Faris Pelinde, je voudrais que vous fassiez aussi des propositions pour donner un schéma aussi pour résoudre cette crise. Mais je voudrais que nous puissions analyser un peu le propos de Donald Trump, qu'il a dit qu'il va accompagner la RDC à mettre fin à l'insécurité, également pour permettre à ce que les pays soient dans l'émergence avec des investissements. Ce n'est pas là déjà un élan ou une avancée sur le plan des relations internationales avec la RDC ou comment ça? Vous savez, il ne faut pas s'ouvrir des discours diplomatiques. Il faut plutôt faire ce qu'on appelle le pragmatisme et la faisabilité des choses. Je vous ai évoqué des grands principes démocratiques. Je pense que sur base de ces faits-là, on s'est bien compris. Vous savez, aujourd'hui, j'ai dit que le président intervient en discours apologique, c'est-à-dire des promesses fallacieuses, puisque dans le soubassement, il n'y a rien. Donald Trump n'engage pas la RDC. Nous parlons de la personne qui engage le Congo, notre pays, la République démocratique du Congo. Le pouvoir qui repose sur cette personne souffre d'illégitimité. Déjà, c'est un problème majeur. Aujourd'hui, je compare cette crise de légitimité à une transition. Vous avez posé une bonne question, comment apporter des solutions. Mais je vous l'ai dit que nous sommes dans une législature où le peuple est totalement perdant sur le simple fait que les personnes qui dirigent et organisent le pays ne proviennent pas de la voie légitime souhaitée par notre constitution. L'esprit du législateur n'a pas prévu ce qui se passe aujourd'hui. Alors que faire? Le président doit prendre conscience qu'il est président légalement installé par une cour qui pose d'abord problème, des crises de confiance, puisque vous savez qu'est-ce que cette cour a fait. Il nous a montré à suffisance qu'il est corrompu, puisque c'était une cour qui était installée par des mafiosi. Aujourd'hui, nous voulons changer de phase, tendre vers une vraie prospérité. Mais nous devons nous interroger, chercher à savoir quel est le vrai problème. Le vrai problème, c'est se pose comment résoudre ça. Le président doit approcher ses partenaires politiques. À l'occurrence, c'est lui qui réclame d'abord son impérium, Martin Fayoulou, puisque Kabila l'a fait avec Tshisekedi le père, puisqu'il a pris conscience que le pays va mal suite à cette crise de légitimité. On doit projeter des voies et moyens pour permettre à ce que les prochaines élections soient garanties et soient réellement crédibles. Si Tshisekedi est si populaire que ça, je pense que c'est une démarche qui doit opter sur ces faits, puisque s'il il est certain que le peuple lui donne cette confiance, cet impérium du peuple, lui sera donné dans cette facilité, qu'il y ait organisation transparente des élections. On doit savoir comment fonctionne la CENI, qui est à la tête de cette CENI, comment fonctionne cette CENI, puisque c'est ça même l'ossature des bases. Demander aux juges de la Cour de démissionner, puisqu'il y a un principe qui les installe, il y a un principe aussi qui permet aussi leur cessation des fonctions, qu'ils puissent demander ou qu'ils puissent donner une impulsion aux juges de la Cour de démission, puisqu'on ne peut plus continuer avec cette Cour qui a jeté de l'opprobre à toute la population congolaise, qui a même amené un nouveau droit, qui a même violé la Constitution, puisque la Constitution dit que les arrêts de la Cour sont irrévocables, inattaquables. Mais cette même Cour rend les arrêts deux fois. En vertu de quelle loi? Ne m'évoquez pas l'erreur matérielle, puisque je suis juriste. L'erreur matérielle ne statue pas sur le fond, mais sur la forme. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un pays où le mal ne s'écarte pas, mais s'approfondit. Le président nous a parlé du déboulonnage. Qui a été déboulonné jusque-là? On comprend peut-être plutôt qu'ils sont entrés dans cette maladie où nous, les MLC, on viendra réellement déboulonner tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on comprend que ceux qui ont lutté, soi-disant, pour l'état des droits, aujourd'hui s'emballent dans cette même corruption. Un président de la République qui passe dans des chaînes internationales légalise la corruption en nous expliquant que les 15 millions s'agissait d'une rétrocommission. Allez dans les dictionnaires ou à Google, demandez un peu qu'est-ce que ça veut dire rétrocommission. Vous verrez la première fois ce qui apparaîtra, dit clairement c'est une pratique illégale. Alors quand on est dans l'illégalité, on est dans un délit. Alors un président ne peut pas encourager l'illégalité. Donc on doit comprendre ce que nous faisons. Et aujourd'hui, ça risque d'être lettre morte. Nous avons eu 18 ans de mafiataires qui ont lamentablement volé. Aujourd'hui, on a commencé au moins à voir clair, c'est-à-dire à avoir des traçabilités sur le fonds public. On a détecté un manque de 15 millions. Ce n'est qu'un début. Mais il faut réparer totalement. Il ne faut pas réparer les symptômes.
Il faut réparer la maladie. Il faut attaquer les virus. Le virus, c'est que nous sommes avec des mafiosi qui ont détruit ces pays, qui circulent librement. Et le président est un pouvoir qui est vraiment souverain, ne peut pas laisser passer tout ça, mon frère. Non, mais pourquoi ne pas aussi laisser du temps à Félix Antoine Tshisekedi de pouvoir vraiment étendre l'état des droits dans toute la nation et dans toute son effectivité? Mais Fabrice Pédende, je voudrais aujourd'hui qu'on parle également aussi de la politique de Jean-Pierre Bemba particulièrement, parce que nous savons maintenant qu'il est bloqué avec les problèmes au niveau familial, partiel. Andy Bemba n'est plus d'accord avec lui également, il est de l'autre côté du pouvoir. Aujourd'hui, quelle lecture aujourd'hui pour la politique de Jean-Pierre Bemba particulièrement? Attention, attention, il ne faut pas mélanger la vie privée d'une personne et la vie politique. Vous savez, nous venons tous des familles où nous avons tous des problèmes de société. Même vous aussi, je suis bien dans votre famille, il y a toujours des problèmes. Donc ça n'engage que vous, ça n'engage que votre famille. Mais Jean-Pierre Bemba est un personnage politique, public. Vous savez, aujourd'hui, quand on évoque la crise de légitimité, comme je l'ai dit, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu égalité des chances parmi les fils de ces pays pour prétendre aux formes de suffrage universel qui fait que c'est lui qui est éligible, doit être éligible et donner sa candidature pour que le peuple au fait choisit. Mais ce n'est pas aussi la fin de la carrière politique de Jean-Pierre Bemba? Non. Je comprends que vous ne voulez pas en parler. Non, je suis d'ailleurs en train d'en parler. Vous savez, si aujourd'hui il y a des personnes dignes, des personnes réservées qui doivent prétendre être de vrais démocrates, il faut citer Jean-Pierre Bemba. Pourquoi je l'ai dit? Je vous dis, nous sommes allés à Sun City pour mettre fin à la guerre, réunir les belligérants et opter pour une voie démocratique. La démocratie, c'est-à-dire par la voie électorale crédiblement réelle. J'insiste sur ce fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après Sun City, nous sommes allés en transition. La transition nous a pris, je crois, 3 ans. Il y avait une prolongation d'1 année. Mais après, nous sommes allés aux élections. Depuis que nous sommes allés aux élections, le MLC, dès qu'il a constaté que le processus électoral n'était plus crédible, le MLC s'est réservé de travailler avec aucun de ces gouvernements illégitimes. Vous n'allez pas me dire le contraire. Depuis 2006, le MLC n'a pas négocié ou coopéré avec les diables, c'est-à-dire les mafiosi. Le MLC n'a travaillé à aucun gouvernement illégitime, tout simplement parce qu'il souffrait de la volonté populaire. Donc vous comprenez que le MLC est le seul parti politique qui a gardé sa dignité, qui a gardé son fondamental, c'est-à-dire la libération de ces pays et amené ces pays vers une libéralité intrinsèque. On voit même l'IDPS aujourd'hui. On prend l'exemple de Palou hier. Le Palou aujourd'hui est dans un garage. Personne ne parle de Palou parce qu'il a complété avec les mafiataires. N'est-ce pas là aussi les chemins qui suivent également les MLC? Non. Je vous dis, MLC garde sa dignité sur le simple fait que cette position que nous gardons, puisque les gens confondent. Quand on parle de la transition, c'est-à-dire la transition, c'est une phase de mutation. En fait, nous sommes dans une phase de mutation toujours. Parce que le pouvoir en place n'incarne en rien cette volonté populaire, ne respecte en rien le principe du suffrage universel. Vous comprenez? Et le peuple ne se retrouve en rien du simple fait qu'il a en face de lui des parlementaires que lui n'a pas voulu. Donc c'est une crise. Et nous avons un monsieur qui réclame une présidence de la République suite pour dire que cet impérium lui a été donné. Et il circule dans toute la République, il fait des plaintes, il y a des gens qui les suivent, c'est un grand problème. Et vous avez un autre président plus fort que jamais en coulisses, qui tire pratiquement toutes les ficelles, qui contrôle toutes les chambres du Parlement, qui contrôle tous le gouvernorat de la République. Nous sommes dans un pouvoir qu'on peut taxer des coquilles vides. Nous avons la poudre aux yeux. C'est pourquoi moi je vous dis, si nous aimons ces pays, nous devons tendre vers un dialogue qui réunit d'abord tous les fils de ces pays et opter pour des élections crédibles. Donc, les gens ne peuvent pas ignorer que le mal qui gangrénait les pays hier, c'est le même mal qui continue aujourd'hui, mais avec d'autres formes. Oui, mais Fabrice Pédende, pourquoi aujourd'hui au sein du MLC, les principes de la rotativité des pouvoirs n'existent pas aujourd'hui? Or, sur d'autres dossiers, lorsqu'on fait la politique, on le fait sur base idéologique. Normalement, à part Jean-Pierre Bemba, il devait aussi avoir un leader qui devait aussi chapeauter, représenter aussi les MLC dans la course politique également. Pourquoi ça ne se fait pas avec les MLC, c'est seulement Jean-Pierre Bemba qui est à la tête? N'est-ce pas aussi le népotisme et la politique qui continue ou comment ça? Bon, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, puisque le MLC est organisé aussi par un règlement. Il faudrait d'abord chercher à savoir comment les MLC sont organisés avant de parler de la sorte. Et quand vous évoquez le leadership, je crois que le MRC est un parti libéral. On a Maman F. Bazaïba qui est là, qui joue son rôle.
nous avons un système que nous avons organisé aujourd'hui. Il y a des gens qui engagent les MLC. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Je comprends aussi que ce sont des spéculations. Il faut peut-être venir au MLC. Vous verrez qu'il n'y a rien de tout ce que les gens disent. Et les MLC, comme je vous dis, c'est le seul parti qui a gardé son fondamental démocratique aujourd'hui au Congo. Et tous les partis ont accédé à un pouvoir illégitime. Et le MLC sera le seul parti politique à accéder à un pouvoir légitime. Pourquoi? Parce que nous savons tout simplement que la volonté populaire loge quelque part. Et cette volonté populaire, aujourd'hui, est incarnée par les MLC, parce qu'il n'a pas cautionné le mal. Beaucoup nous contrediront, mais aujourd'hui, nous voyons l'UDPS tendre vers le chaos. Tout simplement parce que on accepte un pouvoir qui est entaché d'irrégularité et on veut nous faire accepter ça pendant que ce n'est pas ce que notre conscience dit. Oui, justement, mais apparemment au sein des MLC, c'est Jean-Pierre Bemba ou rien. Parce que nous l'avons vu lorsqu'on a rejeté la candidature de Jean-Pierre Bemba, les MLC n'a pas eu l'audace politique d'être représenté avec un autre candidat au niveau de la présidence, par exemple. C'est parce que c'est la leadership autoritaire, on dirait. Bon, là, vous vous attaquez personnellement au système fonctionnel du MLC. Et ce n'est pas aussi quelque chose que moi, je peux accepter de partager avec vous, puisque d'abord, vous n'êtes pas du MLC, vous ne partagez pas la même réalité que nous. Jean-Pierre Bemba, bien sûr, c'est le leader du parti, mais je vous rappelle qu'il a fait 10 ans en prison. Ne me dites pas que le MLC était mort. Le MLC était vivace. D'ailleurs, le MLC était parmi les partis qui, sans le consulter, on n'avançait pas. Vous le savez très bien. Et nous avons vu le professeur Njoli, nous avons vu le sénateur Guérengo, nous avons vu Maman F. Bazaïba, nous avons vu les vieux fidèles, Baba, là, tout ce qu'ils ont fait pour maintenir le MLC. Je ne sais pas vous parler de quel leadership. Puisque s'il s'agit de leadership, des gens que je vous ai cités ont maintenu l'ossature du parti pendant 10 ans. Fabrice Féné, pourquoi il n'a pas pu représenter également les MLC au niveau de la présidence, par exemple, au lieu de soutenir un candidat de la coalition? Or, les partis aussi devraient être représentés par un candidat président de la République. Ben oui, nous avons notre président qui venait de sortir de prison juste au moment où il y avait ce processus électoral. C'était tout à fait évident qu'en tant que leader du parti, que ce soit la personne la mieux placée. En ce moment-là, on ne pensait pas que nous aurions une cour corrompue jusqu'à tel point qu'il puisse écarter la candidature de Jean-Pierre Bemba. Et c'est ce qui nous a conduit à mettre au monde la Mouka. La Mouka est née justement dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que les mafiateurs ont écarté ceux qui incarnaient la volonté populaire. Puisque les grands piliers électoraux n'étaient pas Félix. On parlait peut-être de Moïse, Jean-Pierre Bemba. Félix, en termes de sondage, venait à la 4e position. Mais comment il s'est retrouvé président? C'est-à-dire qu'il y a une carte mafiosie qui s'est organisée pour chercher à toujours continuer cette continuité-là du pouvoir avec un accord. Il y a une trahison qui s'est opérée. Aujourd'hui, le peuple congolais sait que c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. S'il n'est pas devenu président parce que l'intérêt des mafiateurs devait être ébranlé, devait être disparate, c'est-à-dire il serait maintenant entre les 4 murs en train de fuir par-ci par-là dans le monde. Mais il y a eu un sanctuaire qui leur a été donné par M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous n'en voulons pas trop à ça. C'est pourquoi nous évoquons au moins la conscience des Congolais pour comprendre que voilà, les choses ne se sont pas déroulées telles que nous l'avions espéré, telles que notre conscience l'avait prévu. Mais nous aimons notre pays, nous sommes dans cette réalité-là. Il doit comprendre et se rétracter, appeler les gens qui, au fait, incarnent cette volonté populaire. Moïse Katumbi est là, Jean-Pierre Bemba est là, vous avez Martin Fayulu là, et trouver une solution parmi ces personnages. On ne peut pas violer les principes de démocratie, on ne peut pas donner le pouvoir à une personne qui ne le mérite pas, on ne peut passer que par la voie électorale. Il faudrait projeter maintenant de bonnes élections. D'abord, vous savez, dans un pays qui est sérieux, les bonnes élections, ce sont des élections municipaux. C'est pourquoi même des pays développés, la France par exemple, vous voyez, on commence les élections au bas de l'échelle. C'est-à-dire on commence par dégager la plus petite proportion de la représentativité populaire et on monte jusqu'à la magistrature suprême. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, vous voyez. Vous voyez que nous sommes dans des élections avec des projections limitées. On ne vise que le président de la République, on ne vise que les parlementaires. Alors que les fondamentales sociales s'organisent aussi à la base. Où sont les élections municipales? C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés dans de bonnes élections. Vous, les journalistes, vous devriez accepter ça. Et nous sommes face aux ennemis de ces pays
que moi j'appelle des mafiosi, qui ont détruit ce pays pendant tous ces temps. Et aujourd'hui, ne leur demandez pas de rouler paisiblement, parce qu'il y a des gens qui ont payé de leur vie pour ça. Il y a des gens aujourd'hui le Congolais a perdu tout pouvoir d'achat parce qu'il y a eu des voleurs. En changeant des choses, il faudrait aussi s'occuper de ceux qui ont détruit. C'est comme ça qu'on avance. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, je vais vous donner un exemple. Quand ils ont vaincu les Allemands, ils ont vaincu les Japonais. Qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? C'est-à-dire réparer la société. C'est-à-dire demander à ceux qui ont détruit de rendre des comptes. Ce n'est pas une chasse à l'homme. Rendre des comptes. Fabrice Pédéné, mais aujourd'hui, quel type d'opposition pourrait la Mouka? La Mouka, d'abord, c'est une plateforme qui, en son sein, a des partis politiques et d'abord avait l'objectif électoral. Il faudrait bien les comprendre. Je vous ai dit dans quelles conditions est née la Mouka. Mais pourquoi il y a des contradictions? Moïse Katumbi parle de l'opposition républicaine. Vous parlez de quelle opposition? Bon, vous savez, il y a certains propos qui engagent des individus. Même s'ils se retrouvent à la tête d'une coalition, d'abord, vous savez qu'une coalition représente des idéologies politiques. L'objectif commun, c'était les élections. Suite à tout ce que je viens de vous expliquer, qu'il y avait des mafiateurs qui s'étaient accaparés de ces processus électoraux en écartant arbitrairement les vrais fils de ces pays qui incarnaient la vraie volonté populaire. Vous êtes d'accord avec moi? Et dans ces conditions, il fallait coaliser pour attaquer les mafiateurs. Alors, on était obligé de mettre en place une plateforme qui réunissait au moins ceux qui étaient gardés encore dans cette course, afin de dégager une véritable unité liée à l'opposition. C'est dans ces conditions que vous avez vu la Mouka. Mais les élections se sont déroulées telles que vous savez, les résultats que nous avons, vous les savez très bien. Et la Mouka s'est transformée, s'est assigné d'autres objectifs, c'est-à-dire œuvrer au sein de l'opposition pour combattre cette législature à travers la veillance de l'action publique, c'est-à-dire comment le pays est géré, comment le pays est organisé. C'est l'objectif qui s'est assigné aujourd'hui la Mouka, faire une opposition parlementaire et hors parlementaire. Mais la Mouka, j'insiste, c'est une plateforme qui a des partis politiques. Chaque parti politique a son idéologie propre à lui. Parler de l'espoir de la Mouka, c'est comme si parler en disparate. J'aimerais plutôt que vous puissiez comprendre dans quel contexte était née la Mouka et comment fonctionne la Mouka. En fait, il y a des mafiateurs qui ont orienté le pays dans un mauvais sens, que nous devons faire un effort de les remettre dans le sens normal des choses. Je pense que le MLC est un grand parti politique qui garde sa dignité et nous, les représentants, les cadres du MLC, nous savons où se trouve la volonté populaire. Nous insistons puisque nous procédons qu'à la légalité. Nous disons des choses qui vont dans le sens de la légalité. S'ils sont également des légalistes comme nous, des fondamentalistes, mais qu'ils optent pour un libre arbitrage, je ne vois pas où est-ce que ça pourrait poser problème de vous demander où est-ce que si vous êtes populaire, mettez votre candidature, n'écartez pas la candidature de celui-là, allons aux élections, celui qui va gagner réellement doit diriger. Si les autres ne sont pas capables de supporter ça, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher. Ils savent qu'ils ne bénéficieront en rien de cette volonté populaire. D'ailleurs, qu'ils les haïssent jusqu'à la moelle épinière. Que moi aussi j'appelle des mafiosi, puisqu'ils ont détruit ces pays. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, mais regardez où se trouve le Congo. Je vous dirais que le Congo pourrait être l'un des pays les plus riches au monde, à travers nos richesses, à travers notre population, à travers notre position géopolitique, géographique. Mais aujourd'hui, nous sommes loin de tout ça parce que le pays est pris en otage et que la démocratie comme système politique n'est pas encore fonctionnel. Donc nous sommes dans un grand problème. Oui, nous sommes dans un grand problème. On s'approche déjà vers la fin de notre émission. Fabrice Pédéné, parlons gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas aussi une avancée pour la République? Vous savez, cette histoire de gratuité de l'enseignement, c'est comme je vous l'ai dit tantôt, ça constitue ce qu'on appelle une épée de Damoclès pour les présidents. Je vais m'expliquer. Vous savez, c'est une pente glissante. Parler de la gratuité de l'enseignement ne peut pas relever d'un slogan ou d'un discours, non. Ça doit être fonctionnel. Et dans le cadre de la faisabilité, il n'y a pas eu d'étude de faisabilité profonde pour garantir dans les secteurs du professionnel de l'enseignement une vraie mécanisation qui est adoptée dans un vrai budget et qui sera fonctionnelle, comme je l'ai dit. Tout ça, c'est de l'espoir, de précarité, comme je l'ai dit. On commence déjà par constater des grèves. Et en cas de faille, c'est les parents qui vont souffrir puisqu'ils auront des enfants qui auront perdu toute une année. C'est la République qui va souffrir puisqu'il a eu l'éducation de toute une année bafouée. Et les éléments qui permettront à ce que ce processus puisse être fonctionnel
ne sont pas bien établis du simple fait que aujourd'hui en République démocratique du Congo, puisqu'il s'agit de tous les Congos, la gratuité de l'enseignement, nous avons pratiquement les 70 à 80% des institutions scolaires appartiennent au privé. L'État lui-même a pratiquement les 20-30%. Il s'agit de quel enfant qui ira gratuitement à l'école. Et aujourd'hui, au Congo, nous sommes dans une réalité où beaucoup des enfants n'allaient pas à l'école suite aux frais scolaires. Et aujourd'hui, ils ont cette possibilité-là d'y aller. Combien d'enfants nous aurons dans une salle pour assurer quelle qualité d'éducation? C'est ce que j'ai dit, ça constitue une épée de Damoclès pour le président, puisqu'il risque de couler avec ces bateaux qu'il, lui, a mis sur l'eau, pendant qu'il n'y a pas tous les ingrédients réunis. Nous ne sommes pas contre la gratuité de la scolarité. Personne ne peut refuser ce qui est gratuit. Même vous, vous ne pouvez pas refuser ce qui est gratuit. Mais comment accepter ce qui est gratuit et que cela ne puisse pas poser un jour un problème? Vous savez, Marcel Mauss, c'est un philosophe, il a invoqué un principe pour dire que dans toute chose qui est gratuite, il faut faire très attention. Puisqu'il y a ce qu'on appelle la mana, c'est-à-dire l'esprit de la gratuité. Vous savez, quand on vous donne quelque chose de gratuit et que cette gratuité ne vous est pas donnée dans de bonnes conditions, au contraire, on ne vous a pas mis une gratuité, mais on vous a mis dans une charge. Vous a mis dans une charge, Fabrice Pédinde. Le problème de la gratuité, on résolvera autre problème que celui de la gratuité. Vous voyez, c'est un grand danger qui plane à l'horizon. Supposons qu'il y a année blanche. On aurait apporté une solution ou bien on aurait reculé tout en cherchant d'abord à résoudre des problèmes qui se sont créés à travers un problème qui a été mal engagé. Vous voyez que ce n'est pas bien réfléchi. Le président doit comprendre que le parole du président engage et oppose toute la population. La parole du président constitue une force de loi. L'inexécution ou bien l'infaisabilité de ce que le président dit risque de couler lui-même le président. Et nous restons observateurs, puisque le problème au Congo, le Congolais vit dans un désespoir profond. Il s'écarte même de la rationalité, c'est-à-dire de la vraie version des choses. Tout simplement parce qu'il est en désespoir. C'est comme j'ai dit, vous voyez, quand vous mettez au monde un enfant, un bébé, c'est très difficile de connaître son visage dès le premier jour qu'il vient. Il faut le temps. Les Congolais, au fait, sont dans cette optique-là, dans cette perspective-là. Comme nous étions avec les mafiateurs, comme le pays est détruit, comme il y a un nouveau président, autre que c'est là, donc nous faisons confiance. Sans oublier qu'il y a le principe de base qui amène une personne à la magistrature suprême, qu'ici au Congo, nous avons totalement violé. Donc, je vais conclure aussi pour dire à nos téléspectateurs, il y a un principe juridique qui dit « Fros omnia corrompit ». C'est-à-dire la fraude entraîne une nullité. Nous avons commencé par une fraude. Faites attention, nous atterrons par une nullité si les gens ne comprennent pas où est le Congo maintenant. Oui, le Congo, Fabrice Pédinde, on va chuter avec, là je ne vous donne pas beaucoup de mots. La diaspora aujourd'hui mène presque le même combat que vous. Honoré Ngwanda semble toujours être sceptique avec les pouvoirs de Félix Antoine Tshisekedi. Mais est-ce que c'est aussi un esprit nationaliste? Bon, vous savez, nous sommes en démocratie. Les esprits ou les perspectives de chacun doivent d'abord être respectés du moment où ça ne viole pas la loi. C'est-à-dire il y a la liberté d'expression garantie par l'article 16 de notre Constitution qui va dans ce sens-là. Que vous parlez, que vous entendez une personne dire qu'il y a 3 présidents, du moment où ça ne viole pas le principe démocratique, c'est acceptable. Aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a encore le phénomène combattant. Donc c'est que rien n'a changé. Est-ce que vous pouvez comprendre, comme je l'ai dit ici tantôt, un monsieur comme Félix Tshisekedi se rendre en Europe avec les gens qui ont partagé un long moment de sa vie, voir ses mêmes compatriotes s'opposer à lui. Donc il y a 2 camps, le camp de Félix et le camp de l'opposant. Mais ce n'est pas un vrai pouvoir. Vous devez comprendre qu'il y a un problème de fond. Pourquoi aujourd'hui le même combattant qui combattait les mafieux combat Tshisekedi? Puisque Tshisekedi a tendu la main aux mafiateurs. Et le Congolais n'acceptera pas ça. Des gens qui devraient être dans des prisons sont dans des sanctuaires. C'est-à-dire, ils sont dans des parlements. Et c'est un problème majeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié de la bénédiction d'un système mafiosi qui s'est accaparé des institutions d'appui à la démocratie telles que la CENI, telles que la Cour constitutionnelle, des institutions qui constituent en fait le statut, l'âme de la nation, des institutions de base d'une nation étaient dans les poches des personnes. Vous voyez là où nous sommes. Et ne nous dites pas que c'est avec cette optique que nous devons nous attendre à un espoir. Hein, mon frère, si vous êtes Congolais, vous devrez comprendre que le Congo n'avance pas. Le Congo tergiverse sur le simple fait qu'il n'a pas encore atteint ou accédé à la légitimité que le peuple veut. Tout ça, c'est un grand problème.
Aujourd'hui, vous les journalistes, vous devez aider nos chers Congolais à comprendre qu'est-ce que notre loi dit pour être au pouvoir. Quelle est la procédure? Je vous évoque aussi le cas de M. Mike Mukebai. Il défend les valeurs intrinsèques, les valeurs de base, les valeurs fondamentaux d'un État pour qu'il soit réellement dit un État de droit. Mais où il est? Il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a des mafiateurs qui sont toujours là, qui continuent avec l'ancien système, se servir du pouvoir du peuple pour leurs fins personnelles. Donc ce sont des gens qui sont devenus plus forts que les institutions. Ils sont capables de violer les institutions et mettre mal des personnes qui défendent la société. Mais regardez ce qui s'est passé au Bas-Congo. Des proxénètes. Pour mettre un peu beaucoup de coloration avec les problèmes de Mike Mukebai, qui est procès encore aujourd'hui. Déjà, je crois que c'était déjà en avant. En fait, Mike Mukebai a un problème avec Daniel Monanté. Bon, on dirait que ce n'est pas vraiment un problème politique, on dirait. Non, mais... Vous voulez politiser toujours tout ce qui a trait, ou même si quelqu'un fait des diffamations au niveau de médias. Écoutez, monsieur, vous savez que c'est comme je vous dis, il y a un principe juridique qui dit ni l'homme crimen ni la poena sina legue. Je vais vous expliquer, ça veut dire quoi. On ne peut être poursuivi que si on a violé des dispositions pénales. Nul ne peut être poursuivi en justice s'il ne commet pas des faits qui constituent des infractions. Je pense qu'on se comprend, non? Un monsieur comme Daniel Monanté, biso to ba vrai quinois. VO on n'a pas la vie na biso to ba non on est chaque samedi na boîte. Bon, c'est sa vie privée. On sait voir aussi la moralité d'une personne. Vous voyez que c'est un jeu politique. Il y a une autre personne qui s'acharne contre Mike et ils utilisent des fous du roi comme je l'ai dit. Quel est l'objet de la poursuite? Puisqu'en entendant du discours de Mike à la télé, à aucun moment il n'a invoqué même ce nom-là de Daniel Monanté que vous expliquez. Et c'est un monsieur fêtard que nous connaissons ici au Congo. Surtout au Yébi, au Koli. Lorsqu'il qualifie Monanté de gay, cela n'est pas une diffamation? Bon, vous savez, je n'ai pas personnellement suivi ses propos. Tout celui qui est lésé a le droit d'aller en justice pour se faire réparer, se faire rétablir dans ses droits. Est-ce que, au fait, c'est ça le vrai problème de Mike? Non, je ne pense pas que c'est ça le vrai problème. Mike devenait à un certain moment gênant puisqu'il touchait le point sensible qui dérangeait les mafiateurs. Alors les mafiateurs se sentaient tellement dérangés qu'ils ont usé. Ça, c'est juste une action publique qui est ouverte, au fait, pour inquiéter la personne de Mike. Cette action publique n'est pas fondée. Vous comprenez? Et c'est ce que nous déplorons au Congo. Je vous dis, je suis en train de faire un parallélisme. Voilà, au Congo central, il y a des proxénètes, des gens qui organisent la sexualité. Mais ces gens-là, aujourd'hui, au jour où nous sommes, sont défendus à outrance dans un parlement qui interdit la levée de leur immunité. Et Maman Mimi, elle est devenue une star. Vous voyez un peu dans quel pays nous sommes. Une femme qui met en contradiction des gens à travers la sexualité qu'elle possède. Et aujourd'hui, elle est devenue une star. Donc nous sommes dans une société démoralisée. Que nous devons raviver des vraies valeurs, pas ce que nous constatons. Nous ne devons pas passer par des ruses pour inquiéter des gens qui défendent la volonté populaire. Ça, nous ne l'accepterons pas. Et ce n'est pas tous les Congolais qui est naïf, j'insiste. Ce n'est pas tous les Congolais qui est abruti, qui cautionne même les faux qui se voient, qui se déroulent au vu et au su de tout le monde. C'est pourquoi ça nous renvoie à dire que cette législature constitue une transition politique où le peuple doit prendre conscience que les choses ne se passent pas comme telles. Nous sommes dans une phase où l'impérium, la légitimité et la souveraineté posent un problème. Il faut savoir comment sortir de ces problèmes. Je vous ai donné les voies et solutions au cours de l'émission. Je pense que notre pays mérite mieux que ça. Donc moi, en tant que fils du pays, je parle parce que j'aime le Congo. Je n'ai pas de problème avec des gens. Je n'aime pas aussi parler de personnes. Des gens que vous citez les noms, nous accompagnons parce que vous citez ces noms-là. Mais nous parlons de l'idée générale du système politique de notre pays et l'espoir que nous aurons à laisser à nos enfants un Congo, comme le Mombala dit, beau et meilleur. Puisque nous héritons aussi de ce que nos aïeux ont fait. À la phase où nous sommes, nous avons compris que je vais un peu rentrer dans l'histoire. Vers le 18e siècle, nous avons eu nos ancêtres, entre autres Mama Kimpavita, qui a lutté pour l'esclavage, la fin de l'esclavage, puisqu'ils étaient déportés en Amérique.
Nous avons vu des Simon Kimbangu venir lutter en fait aussi pour la torture et la fin de l'esclavage, demander l'indépendance. Nous avons vu des Lumumba qui ont eu cette indépendance. Nous avons vu le Congo être amené en dictature. Pourquoi? Parce que le monde était en guerre froide. Nous avons vu le pouvoir impérial plutôt, c'est-à-dire l'impérialisme qui s'est enfoncé, qui s'est ancré dans la société africaine à travers nos dirigeants d'aujourd'hui qui s'est pérennisé au pouvoir. Maintenant, nous avons accédé à une démocratie. Nous, notre génération, nous voulons qu'il y ait la légitimité des institutions. C'est en fait cette pierre angulaire que nous apportons, cet héritage que nous voulons laisser. Pourquoi? Parce que nous avons une nation qui a des lois. Et nous devons faire avancer les pays avec l'esprit des lois et non à faire avancer les pays avec des accords des individus qui engagent, qui s'opposent à tout un peuple. C'est incohérent et c'est inacceptable. Merci beaucoup Fabrice Pelende, c'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Merci beaucoup de nous avoir ici Fabrice Pelende. Merci beaucoup messieurs les journalistes. Merci à tous les abonnés fidèles de Bissonio sur Congo Live, BNC Live, toujours abonnez-vous massivement, mais également sur www.rcongonews.com. Je dis un grand merci à Diego Mungengum parce que c'est lui qui a assuré la réalisation de cette émission. À très prochainement avec un autre invité, avec un autre numéro. Prochainement, toujours abonnez-vous massivement sur Bissonio sur Congo Live, BNC Live. Ciao, on est ensemble. Merci beaucoup. Radio Bissonio au Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonio au Congo RDC. Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informé dans le monde numérique.